Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des ceintures de comportement après les ceintures de compétences. Alors bien sûr c'est tiré de Fernand Houry vers la pédagogie institutionnelle puisque voilà, c'est ma base depuis le début de ma pédagogie, depuis le début que j'enseigne. Alors l'idée avec ça c'est de valoriser le comportement positif et surtout de rendre objectifs les différences qu'on fait tous en fait par rapport au comportement. En effet, il nous est tous arrivé d'avoir une indulgence pour un enfant qui a tendance à partir en vrille rapidement, etc. Donc il y a quelques fois où son comportement peut gêner la classe, mais on ne va pas intervenir pour éviter une crise plus élevée, alors qu'en fait un enfant qui a un comportement beaucoup plus élevé et beaucoup plus dans les attentes de la classe, s'il fait le même comportement, on va réagir tout de suite. Donc ça, pour les enfants, ça peut paraître réellement de l'injustice, puisque la maîtresse va gronder un tel qui a fait la même chose que l'autre, et l'autre ne pas gronder parce que, bah oui, la maîtresse, elle va éviter d'envenimer les choses. Voilà, ça on l'a tous fait. Donc l'idée de mettre des ceintures de comportement, finalement, ça permet de légitimer tout ça. Alors attention, l'idée, c'est pas l'idée de légitimer la différence qu'on fait entre les enfants, c'est la différence qu'on fait entre les capacités des enfants à pouvoir respecter un comportement attendu. Donc moi, ça c'est quelque chose que j'explique chaque année, en début d'année, euh, quand je mets en place les ceintures de comportement, parce que j'explique ceci en fait en faisant la différence avec un petite section et un CM2. C'est-à-dire que voilà, je prends toujours l'exemple d'une petite section. S'il tape dans la cour, qu'est-ce qu'on lui fait? S'il tape un camarade, on lui dit que c'est pas bien et puis on lui dit de pas recommencer. Voilà. Un CM2, qu'est-ce qu'on lui fait s'il tape? Lui, forcément, il est puni. Et donc, je les amène à réfléchir sur cette différence. Pourquoi on fait cette différence-là entre une petite section et un CM2? Donc l'idée c'est que, en effet, les petites sections, eux, ils sont en train d'apprendre, alors que les CM2, ils savent qu'il ne faut pas le faire, et normalement, ils sont capables aussi de retenir leurs gestes et de retenir leur comportement. Donc en partant de cette idée et de ce constat, je valide aussi le fait qu'il y a des enfants dans la classe qui n'arrivent pas à maîtriser leur comportement à la hauteur de leur niveau d'âge, la hauteur de leur âge. Et donc, ça fait que ces enfants-là, on va être plus indulgents, on va exiger d'eux moins que ce qu'on exige des autres. Mais au final, on exige pour chacun à la mesure de ses capacités de comportement. Donc finalement, la justice et l'égalité, c'est pas la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est la même chose en fonction de chacun. Donc finalement, on est plutôt dans une sorte d'équité euh, par rapport au, au comportement et aux attentes qu'on a des élèves. L'idée, c'est grandir. Oui, en fait, grandir, c'est avoir des devoirs et avoir des droits. Et les droits ne vont pas sans les devoirs et les devoirs ne vont pas sans les droits. Donc dans ma classe, en fait, l'amende augmente avec la ceinture. C'est-à-dire qu'on est sanctionné pour ce qu'on sait respecter. Un enfant qui a du mal à respecter les interdictions, euh, voilà, il en respecte quelques-unes mais pas toutes, finalement il sera puni moins fort, il aura une amende moindre que ceux qui ont ce comportement habituellement et qui là ont fait un dérapage. Ça aborde l'idée aussi qu'un niveau de comportement de plus en plus élevé donne de plus en plus de droits. Mais attention, on a aussi de plus en plus d'exigences. En gros, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que oui, je grandis, oui, j'ai des responsabilités. Et voilà, petit à petit, on les emmène vers leur vie d'adulte, vers l'autonomie, en disant que avoir des droits, c'est forcément avoir des devoirs. Et si j'ai le droit d'aller circuler librement dans l'école, eh bien j'ai aussi le devoir, pendant ces temps-là, de respecter les autres, de respecter le silence, de respecter les locaux. Voilà, c'est un échange de bons procédés au final.
Donc, par exemple, dans la classe, moi, voilà, en CM2, ça va de la ceinture blanche à la ceinture bleue, bleu 1. Ça pourrait aller jusqu'à la ceinture violette, la noire étant quand même l'enfant qui serait l'équivalent de l'enseignant, et on n'en est pas là. Maintenant, la porte est ouverte parce que l'idée pour chacun, finalement, c'est de pouvoir progresser. On n'a jamais fini, on peut toujours grandir. Donc, les ceintures blanches, dans ma classe, hein, c'est pratiquement niveau grande section, moyenne section de maternelle. Voilà, j'ai du mal à me mettre au travail, j'ai du mal à respecter les interdictions, etc. Je ne respecte pas mes affaires, je range pas mes affaires, je respecte pas le matériel. Donc oui, on en a tous, hein, même en CM, des comme ça. Et puis ça va jusqu'à la ceinture bleu 1, bleu 2 même, hein, j'ai eu avec des super CM2, où là, ben voilà, c'est des enfants qui pourraient finalement commencer la journée sans enseignant, qui sont acteurs de leurs apprentissages, qui savent aussi se déplacer dans l'école sans créer de soucis, qui n'ont jamais de problème, qui n'ont jamais de conflit avec les autres. Euh, voilà, et donc forcément que ces enfants-là, il faut les encourager, il faut les valoriser. C'est-à-dire que si l'enfant qui est blanc a les mêmes droits que l'enfant qui est bleu, bah, quel est l'intérêt de devenir bleu? Quel est l'intérêt de payer plus cher? Quel est l'intérêt de faire des efforts? Voilà, donc finalement, il y a toujours cette carotte. Donc, dans ma classe, par exemple, voilà, je fonctionne en classe flexible, hein, comme vous avez pu voir sur les autres vidéos. Donc bah, finalement, les blancs et les jaunes sont à une place fixe, en regroupement. Alors il y a des exceptions où ils peuvent réellement être en atelier, mais quand on est en regroupement, ils sont toujours à la même place, parce que sinon ils ne sont pas capables de gérer leur comportement en fonction des autres, en fonction des camarades. Les oranges, eux, euh, peuvent se mettre où ils veulent, mais par contre, ils n'ont pas ma confiance pour sortir dans les couloirs et pour travailler en atelier en dehors de la classe. Sauf exercice nécessaire. Voilà, je pense par exemple à lecture à voix haute ou chose qui doit être faite avec un minimum de calme et de silence. Et bien dans ce cas-là, ils ont le droit de sortir de la classe accompagnés d'un plus grand qu'eux en comportement, donc d'un vert. Les verts 1, les verts 2, eux, ont le droit au couloir. Ils ont le droit de circuler dans les couloirs, ils ont le droit de s'installer dans les couloirs pour travailler. Ils peuvent aussi rester pendant la récréation. Dans la classe, on a aussi, voilà, j'ai commencé en début d'année avec un matériel collectif, tout le matériel fourni par la classe, et donc c'est une frustration pour beaucoup d'enfants de la classe, de filles qui aiment bien avoir leur matériel, qui aiment bien jouer avec des crayons, avoir des beaux crayons, avoir une belle trousse, etc. Et donc finalement, c'est venu en conseil d'avoir le droit d'emmener son matériel de la maison. Et donc c'était intéressant parce que finalement ça a fait une discussion très intéressante où moi l'idée finalement de départ c'était que comme il y a des enfants qui ne respectent pas le matériel, en prenant le matériel de l'école, le matériel personnel n'était pas abîmé, etc. Et puis là, une élève qui est vers 2 en comportement a suggéré que ben, en fait ce soit peut-être pas pour tout le monde, mais que ce soit que pour les verts. Parce que, en fait, quand on est vert, c'est parce qu'on sait respecter le matériel, c'est parce qu'on range ses affaires, c'est parce que aussi, voilà, on a un respect, une rigueur qui permet qu'on l'ait. Et alors là, ça a été vraiment un très bon moment dans le sens où ben, c'est ce que j'allais proposer. Et ça a été proposé par des élèves. Comme quoi, en fait, quand on laisse le pouvoir aux enfants, alors oui, évidemment que ça fait depuis septembre qu'ils voulaient une trousse, que donc ils ont cherché le moyen d'utiliser les institutions de la classe, d'utiliser le fonctionnement de la classe pour arriver à leur fin. Eh bien, c'est pas ça devenir citoyen. Donc, dans la classe, voilà, les verts 1 ont le droit d'aller faire des métiers aussi un peu plus qui se font en dehors de la présence de l'enseignant. Et donc là, j'ai 2 bleus 1 qui ont donc gagné le droit de faire des métiers hors de classe. Donc il y a le métier photocopieur
qui est un métier difficile, qui demande des compétences, donc pour l'instant apprentie photocopieuse avec moi. Et puis un autre métier qui est d'aller chercher le courrier, qui est donc à l'extrémité de la cour maternelle, etc., et qui doit se faire sur un temps particulier, puisque c'est à l'extérieur de l'école, et donc ça peut être fait sur le temps du midi en allant à la cantine. Mais voilà, c'est-à-dire que ces filles, parce que ce sont des filles cette année, elles ont gagné par leur comportement une confiance de l'enseignant qui leur autorise des choses. Mais par contre, dès que cette confiance est flouée, l'amende, elle est triple, voire quadruple par rapport au blanc. Mais c'est une condition nécessaire, je pense, d'évolution. Pour les passages de ceinture, comment ça se passe ? Dans ma classe, les ceintures ne sont pas une décision de l'enseignante. Et je trouve que c'est important d'être transparent. En effet, nos élèves, ils ont besoin d'équité, ils ont besoin de sentir la justice. Et donc, l'enfant qui souhaite passer sa ceinture le demande au conseil en essayant de valider des items. Alors oui, j'ai étalonné un petit peu les ceintures, ce qu'on attend. Donc on demande. Et puis, l'idée derrière ça aussi, c'est qu'un enfant qui demande une ceinture de comportement, eh bien, il faut qu'il en soit conscient. Donc, il sait ce qu'on attend de lui, et quand il est refusé, en fait, il sait pourquoi. Et je ne suis pas la seule à valider, en fait, je valide avec l'ensemble de la classe. Mais oui, parce que l'enseignant, il voit pas tout, il ne sait pas tout. Et voilà, c'est l'ensemble de la classe qui valide. Et finalement, avoir une ceinture obtenue grâce à l'accord de 30 camarades, ça a bien plus de poids que par rapport à la maîtresse. Et j'attends aussi comme ça la bienveillance envers les camarades. Donc la fréquence, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les compétences pour passer à la ceinture, on est à l'essai pendant 3 semaines. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, on a les droits de la ceinture qu'on passe. On a aussi donc les obligations, donc avec les amendes qui sont en fonction, etc. Et au bout de 3 semaines minimum, on redemande au conseil à valider la ceinture pour de bon. Et là, donc, ces 3 semaines ont été l'expérience de voir est-ce que réellement tu as réussi à tenir les engagements de verre. Parce qu'en effet, quand on tient sur 6 semaines, ça vaut mieux. Et c'est un signe de pérennité et d'être capable de le faire. Donc finalement, en une ceinture, pour passer de ceinture à ceinture, il faut passer 6 semaines. Alors là, cette année, je me suis confrontée aussi au problème de l'étalonnage. Les limites de l'étalonnage, en fait. Parce que j'ai des compétences qui sont, voilà, pour être bleu 1, il y a des compétences, on est obligé de définir un comportement, alors que finalement, c'est un comportement général qu'on attend. Donc là, cette année, par exemple, j'ai refusé la ceinture bleu 1 à Kayla. Kayla, elle est en CM1, elle va encore passer 1 an dans ma classe, et donc je lui ai demandé, alors en effet, sur le papier, pratiquement, elle pouvait le faire. Sauf qu'en fait, il y a quand même aussi cette idée de gestion de groupe quand on est en bleu 1, c'est-à-dire être capable d'être tuteur d'un camarade qui peut être difficile en comportement, etc. Et donc là, j'ai refusé en lui disant que si elle passait bleu 1 cette année, l'année prochaine, il n'y aurait plus d'évolution. Donc je lui ai bien expliqué que ce n'est pas une question qu'elle n'avait pas les compétences, mais que c'était une question de maturité et d'âge, et que là, pour l'instant, elle n'était pas capable d'assumer ça. Comment j'ai expliqué ça, en fait ? J'ai expliqué par rapport à qui était bleu 1. Qui a ce comportement-là dans la classe ? Qui avait ce comportement-là l'an dernier dans la classe ? Donc l'an dernier, dans la classe, eh bien oui, il y avait Antoine, il y avait Lohan, il y avait ces enfants-là qui avaient le comportement. Et ça permet aux enfants, en fait, de savoir réellement ce qu'on attend d'eux. Parce qu'en effet, bon, il y a l'étalonnage et puis il y a les modèles. Et il n'y a pas à dire, les modèles, c'est finalement ce qui le permet. Est-ce qu'un tel peut passer sa ceinture ? Et voilà. Et donc, on lève aussi la main. Qui est vert dans ce... Ok ? Est-ce que lui est capable... Est-ce qu'il a le même comportement que ces enfants-là ? Si c'est oui, il peut être vert. Si c'est non, il peut pas. Mais ça permet vraiment de dire, voilà, le comportement, c'est très subtil et ça permet un petit peu de le rendre plus concret. Donc, voilà, moi, comment je fonctionne. C'est très riche, c'est très intéressant, c'est très porteur. Ça demande aussi à l'enfant de se reconnaître. Et il y a des enfants qui n'osent pas se confronter, qui ont peur du jugement.
et donc qui n'ont pas les devoirs. Et voilà, et donc finalement, quand on dit que avoir le droit à la récréation, c'est passer vers la récréation dans la classe, à faire ce qu'on veut avec un camarade, et ça motive à poser des questions, à s'interroger, à oser. Et finalement, il y a aussi le côté quand même où la maîtresse, l'enseignante ici, va inciter à demander la ceinture quand elle pense que c'est possible. Et puis la maîtresse a quand même un droit de veto par rapport aux autres, à certaines choses. Donc voilà, enfin voilà comment je fonctionne. Je sais pas, c'est très théorique, mais moi je m'y retrouve, les parents s'y retrouvent, les parents trouvent le fonctionnement très très juste envers leurs enfants. Et les enfants trouvent ce fonctionnement très juste. Il n'y a pas de moquerie, chacun est aussi à son niveau de compétence. Et donc, on est aussi plus tolérant envers voilà, Zachary, qui est blanc, que qui va nous embêter, où voilà, un verre va prendre sur lui, un autre pas, etc. Mais réellement, ça leur permet aussi de s'interroger sur leur comportement, de savoir ce qu'ils ont à travailler pour pouvoir obtenir leur ceinture, etc. Donc c'est vraiment très, très, très riche. Enfin, je ne pourrais pas fonctionner sans ça. Donc voilà, j'espère avoir été claire, vous avoir apporté des suggestions, des réflexions, des choses sur ça. Et puis s'il y a des questions, si vous voulez l'étalonnage que je propose dans ma classe, eh bien n'hésitez pas, il est sur le drive. Je le mets en lien ici en bas de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!